réseaux des femmes pour la réconciliation veulent atteindre leurs objectifs. Des états généraux ont été organisés hier. Les conclusions remises aux responsables de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Les techniques de l'information et de la communication sollicitées pour moderniser l'agriculture ivoirienne. Les autorités du secteur espèrent ainsi améliorer les productions, mais également les conditions de vie des producteurs. Et puis l'Égypte, toujours sous tension, la semaine dernière a été particulièrement meurtrière. L'Union européenne interdit la destination à ses ressortissants. Ok. Pardonnez, maintenant, mettez les filles à jouer, parce que là, tu as vu, ah, mais on dit c'est Équateur, c'est même pas Honduras. Ah. Et on dit ils ont refusé quelque chose. Le monde nous a laissé tomber. Faute d'avoir reçu les compensations internationales promises, les gisements de pétrole que renferme la réserve naturelle amazonienne de Yasuni seront finalement exploités. C'est avec une profonde tristesse, mais aussi une absolue responsabilité envers notre peuple et envers l'histoire, que j'ai été obligé de prendre une des décisions les plus difficiles de tout mon gouvernement. Aujourd'hui, j'ai signé le décret pour liquider le fonds Yasuni ITT et donc mis fin à cette initiative. Projet innovant pour les uns, coup politique pour les autres, le rêve aura duré 6 ans. 6 ans de sursis pour le parc de Yasuni, dont la biodiversité est l'une des plus riches au monde. En échange de la non-exploitation d'un gisement de 920 millions de barils de pétrole, soit 20% des réserves du pays, le président avait demandé à la communauté internationale de lui allouer la moitié des recettes escomptées, arguant qu'il éviterait ainsi le rejet dans l'atmosphère de 400 millions de tonnes de CO2. L'argent devait être réinvesti dans les énergies renouvelables, les populations et la protection des parcs naturels. Mais moins d'0,5% de l'aide aurait été versée. La raison fondamentale de cet échec est que le monde est d'une grande hypocrisie et que la logique qui prévaut n'est pas la justice, mais une logique de pouvoir. Le président a promis que les forages de Yasuni n'affecteront qu'1 millième des 10 000 km² du On n'a plus le temps. Sophie, pardon, c'est bien qu'on est libre là, faut me le jeter. Non, je ne l'aide plus. Laissez sous la peau. C'est la 3 mais la 2. On aura sur toute l'étendue du pays des températures comprises entre 21 et 24 degrés. 23 degrés à Abidjan et à Diaké, 22 à Bondoukou et Boaké, 21 degrés la minimale à Deloa, 24 à Dimbokro, 23 à Gagnoa et Korogo, 22 à Mans, 23 à Odiéné et San Pedro, 22 degrés à Sassandra, 24 à Tabou et il fera 20 degrés à Yamoussoukro. Merci de nous avoir suivis. Je vous souhaite d'agréables moments ce jour. Les réseaux des femmes pour la réconciliation veulent atteindre leurs objectifs. Des états généraux ont été organisés hier. Les conclusions remises aux responsables de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Les techniques de l'information et de la communication sollicitées pour moderniser l'agriculture ivoirienne. Les autorités du secteur espèrent ainsi améliorer les productions, mais également les conditions de vie des producteurs.
puis l'Égypte, toujours sous tension, la semaine dernière a été particulièrement meurtrière avec près de 800 morts. L'Union européenne interdit la destination à ses ressortissants. Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre sur RTI 1 pour vous informer. Les États généraux de la réconciliation initiés par les réseaux ivoiriens des femmes pour la réconciliation se sont déroulés hier ici même à Cocody. Le but est d'apporter leur contribution à la recherche de solutions en faveur de la réconciliation. Les femmes ont livré leurs conclusions et des recommandations ont été faites sur le plan politique et social. Le reportage de Patricia Omou. Mission d'intérêt national, cérémonie dédiée à la réconciliation, initiée par le réseau ivoirien des femmes pour la réconciliation, RIFR. La structure s'est fixée comme objectif l'étude des conditions d'une réconciliation durable en Côte d'Ivoire. 2 étapes pour échanger sur plusieurs thèmes, notamment l'origine de la crise selon les femmes. La 3e étape est la restitution des travaux qui a duré 12 heures de temps, avec des recommandations sur les plans politiques, économiques et sociaux. Il est ressorti de mes différents échanges et interactions avec toutes les composantes de la société, et ce à travers tout le pays, une prédisposition et une volonté réelle d'aller vers la réconciliation nationale. Je peux dire, sans risque de me tromper, que le peuple ivoirien est décidé à se réconcilier avec lui-même. Pour le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, les femmes ont fait les restitutions avec beaucoup d'intelligence. Vous avez relevé les responsabilités, y compris, et c'est cela qui est important, y compris la responsabilité des femmes, non seulement dans la survenue de la crise, mais dans la gestion de la crise. Toutes étapes que vous avez parcourues sont bien celles-là que la Commission a identifiées dans son plan d'action. Pour les perspectives, les étapes à accomplir sont des auditions et écoutes publiques et la liste complète des victimes. Le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut poursuivre avec les résultats enregistrés ces 2 dernières années scolaires. Ces résultats jugés satisfaisants sont dus à des dispositions mises en place afin de faciliter l'encadrement des élèves. Le point avec Mamadou Kwasi. 58,22% au CEP, 16,88% au BEPC et 20,25% au bac en 2011. Les résultats nationaux des examens à grand tirage ont connu une nette amélioration cette année scolaire 2012-2013, atteignant du coup 67,14% pour le CEP, 40,17% pour le BEPC et 33,58% pour le bac. Ces résultats, loin d'être satisfaisants, connaissent une croissance depuis ces 3 dernières années. Ceci est la conséquence des nombreux efforts déployés par le chef de l'État et son gouvernement, ainsi que les acteurs du système éducatif ivoirien. Au cours d'une conférence de presse, le coordinateur général de l'Inspection générale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique a indiqué que plusieurs facteurs ont favorisé ces résultats. Il s'agit selon Ibrahim Kourouma de l'augmentation des capacités d'accueil, du recrutement du personnel éducatif, du respect des principes de l'évaluation et de l'achèvement des programmes scolaires. À cela s'ajoute la lutte contre la fraude et le recrutement parallèle. Ibrahim Kourouma annonce l'ouverture de 14 nouveaux collèges et lycées et de 2487 salles de classe pour le primaire. Mais ce n'est pas tout. Le gouvernement veut donner à l'école ivoirienne ses lettres de noblesse. Et pour réussir ce pari, de nouvelles dispositions sont prévues. La réforme de la formation initiale. La réforme curriculaire, c'est surtout ce que nous appelons le recadrage de la formation par les compétences. La révision du BPC, oui, n'ont pas fini encore. Il y aura des points encore à revoir. Et aussi la réforme du baccalauréat. Il y a aussi la réforme portant sur la réduction du taux de redoublement et d'abandon. Certaines de ces réformes vont connaître un début d'exécution durant l'année scolaire 2013-2014, notamment celles concernant les collèges de proximité. Les collèges de proximité, ce sont des collèges modernes proches de la communauté. Ce sont des collèges à base 2, avec un effectif maximum de 40 élèves par classe. Il faut rappeler que la rentrée des classes pour l'année scolaire 2013-2014 est prévue pour le lundi 16 septembre prochain sur toute l'étendue du territoire national.
Et poursuivons dans le volet éducation. 94 établissements préscolaires et primaires confessionnels islamiques vont pouvoir dispenser l'enseignement général. Objectif, donner aux élèves des écoles islamiques les mêmes chances de réussite que ceux de l'enseignement général. Les explications de Francis Boifo. 22 écoles confessionnelles islamiques ont intégré le système d'enseignement général en 2011 à la suite d'une évaluation. À ces établissements préscolaires et primaires viennent de s'ajouter 94 autres. En plus de l'encadrement pédagogique, des subventions et de la distribution des kits scolaires dont bénéficient déjà les premières écoles islamiques intégrées en 2011, d'autres appuis plus consistants en termes de réhabilitation et de construction d'infrastructures vont suivre. Dès que les établissements sont intégrés, leurs élèves ont les mêmes droits que tous les élèves de Côte d'Ivoire. Et lorsqu'ils réussissent à cet examen, ils sont orientés en 6e, soit dans un collège public, soit dans un collège privé. Et à Idriss Kouyaté d'ajouter que le processus d'intégration des écoles islamiques vise des objectifs stratégiques. En 2007, 30% des enfants en âge à l'école ne trouvaient pas de place. Et la quasi-totalité de ces enfants sont dans des écoles que nous appelons les écoles non formelles, dont les écoles islamiques. Donc l'objectif du ministère, à l'instar des pays d'Afrique subsaharienne, c'est de relever le taux de scolarisation à 100%. Beaucoup reste à faire. On n'a pas encore commencé l'intégration du secondaire, parce que ça demande encore plus d'attention. Il faut des laboratoires dans le lycée, dans le collège, il faut des professeurs d'anglais, des professeurs de maths, des professeurs d'EPS, des professeurs d'histoire et géo. Donc pour le moment, l'angle sur lequel travaille le ministère de l'Éducation nationale, c'est intégrer toutes les écoles préscolaires et primaires de ces établissements confessionnels. Sur des milliers d'écoles coraniques créées par des promoteurs musulmans à travers le pays, seulement 116 sont officiellement reconnues par le ministère de tutelle. En santé, l'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire a initié une opération de don de sang. Le but est bien évidemment de soulager les populations en accomplissant cet acte de don de soi. Retrouvons Patricia Oumou. Don de sang, don de soi. L'Association professionnelle des banques et établissements financiers de Côte d'Ivoire, APBFC, veut sauver des vies. Nous sommes des banquiers et aussi de simples citoyens. Nous voulons soulager les populations. Nous avons décidé, tous ensemble, de donner une partie de nous-mêmes aux autres, à la communauté, aux plus faibles. Et nous répondons également par la même occasion à l'appel des autorités pour pouvoir participer à l'autosuffisance en produits sanguins en Côte d'Ivoire, pour qu'aucun Ivoirien ne puisse manquer de sang. Pour la ministre de la Santé et de la lutte contre le sida, c'est un geste à suivre et à encourager. Le directeur du centre de transfusion sanguine remercie les banques et établissements financiers qui se sont engagés dans cette opération citoyenne. Plus de 70 000 poches de sang ont été distribuées l'an dernier par le Centre national de transfusion sanguine d'Abidjan. Ce chiffre pourra-t-il être atteint cette année avec les difficultés pour s'approvisionner en sang et dire que la saison pluvieuse entraîne une forte demande en sang. Dans un tout autre domaine, moderniser l'agriculture, une ambition chère aux autorités ivoiriennes. Le rêve se réalise avec l'aide de certains partenaires. Il est désormais possible de gérer sa plantation d'EVA via l'outil informatique. Suivant. Les technologies de l'information et de la communication au service du monde agricole. Stratégie du ministère de l'Agriculture qui entend jouer sa partition pour une Côte d'Ivoire émergente en 2020. Pour arriver à l'e-agriculture, le ministère s'appuie sur les structures sous sa tutelle. Ainsi, par l'entremise du Fonds interprofessionnel pour la recherche et le conseil agricole, les producteurs d'EVA possédant des superficies supérieures ou égales à 50 hectares peuvent désormais suivre leur plantation via l'outil informatique. La mise à disposition d'un tel outil permettra aux petites et moyennes entreprises de véhicoles de moderniser la gestion de leur exploitation, de suivre les différents travaux et les performances tant techniques que financières de l'exploitation. Le FIRCA va acquérir, donc pour le compte de la filière EVA, un serveur suffisamment puissant
pour que les informations puissent transiter entre vous et votre plantation. Il est entièrement sécurisé, ce qui fait que personne d'autre ne peut avoir accès à vos données. On ne remettra le logiciel que à ceux qui vont nous prouver qu'ils peuvent eux-mêmes avoir un ordinateur pour leurs régisseurs, un ordinateur pour eux-mêmes, et qu'ils s'engagent eux aussi à supporter la connexion Internet. Une centrale des risques doit également être mise en place. C'est un outil qui vise la réduction des risques de vol de la production, devenu un fléau dans la filière EVA. L'EVA Culture en Côte d'Ivoire, ce sont 430 000 hectares de superficie cultivée pour une production de 256 000 tonnes, soit 412 milliards de recettes en 2012. Premier producteur africain et 7e mondial, la Côte d'Ivoire vise les 600 000 tonnes de production d'EVA à l'horizon 2020. Plusieurs experts se sont retrouvés à Yamoussoukro pour réfléchir sur les maux qui freinent le développement de la Côte d'Ivoire. Organisée par le ministère du Plan et du Développement, la rencontre devrait permettre la mise en place de stratégies de développement. Les détails avec Charles Tatou. Moyens de développement et de création de partenariats pour la recherche des financements entre ces États membres au profit de la lutte contre la pauvreté. Les objectifs du millénaire pour le développement, les OMD, permettent la création d'infrastructures éducatives, sanitaires et sociales pour le bien-être des populations. Accroître l'économie et la technologie des pays en voie de développement reste également la préoccupation des OMD. En 2012, la Côte d'Ivoire a été classée 168e sur 187 avec un indice de développement humain de 0,432. Cette consultation régionale initiée à Yamoussoukro vient afin de trouver des solutions pour la relance de ces objectifs. Il y a des indicateurs qui sont au mieux et qui s'améliorent, dont la tendance est bonne, mais par contre d'autres sont au rouge. Et ceux qui sont au rouge aussi, bon, il faut les connaître et puis proposer des solutions. C'est pourquoi nous sommes allés vers ceux qui vivent ces problèmes, qui les connaissent et puis qui doivent nous faire des propositions de solutions. Le directeur de cabinet adjoint du ministre du Plan et du Développement, Kwame Kwaku Lassina, a affirmé que les résultats issus de ces concertations régionales permettront à la Côte d'Ivoire de faire son bilan lors des prochaines rencontres des pays sur les OMD. Il y a un bon travail qui est fait. Je pense que pour respecter le calendrier international, la Côte d'Ivoire doit se faire forte de pouvoir transmettre ça au système des Nations Unies. C'est en 2015 que prendra fin le financement des OMD en Côte d'Ivoire, suivi d'un bilan sur les réalisations. L'Association pour la réinsertion des enfants pour une éducation adaptée, l'AREA, la page blanche, a initié un mini-concert de la solidarité. Objectif visé, donner de la joie, du bonheur et un élan de solidarité aux enfants démunis des quartiers précaires, des orphelins du village SOS d'Abobo et de la pouponnière des 220 logements et aussi aux enfants handicapés. Selon Dr Anne-Marie Dem-Niakadier, présidente de l'AREA La Page Blanche, sa structure entend chaque année réunir les enfants de toutes les classes sociales pour un moment de détente et de joie. Ce mini-concert, qui est à sa 3e édition, a vu la participation d'une vingtaine d'artistes musiciens. La première convention internationale de la mission évangélique Grâce de Vie a refermé ses portes hier dimanche. La rencontre a réuni pendant toute la semaine les différentes églises de la mission autour d'enseignements sur le leadership, la célébration des 8 années d'existence de l'Église, ainsi que le premier anniversaire du sacre du premier responsable de l'Église, Kodia Guy Vincent, en qualité d'évêque, étaient également les points saillants du rassemblement. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Une semaine de réjouissance, de prières et d'enseignements. Du 13 au 18 août dernier, la mission évangélique Grâce de Vie a tenu sa première convention internationale autour du thème du leadership. Une occasion pour les fidèles de rendre gloire à Dieu pour les 8 années d'existence de l'œuvre. Nous, on prêche la paix, on prêche l'amour. Et je me dis que si tout le monde reçoit un message de paix, personne ne fera la guerre. Donc c'est l'objectif qu'on veut atteindre, pour dire que si chacun prenait le temps de se dire que c'est Dieu qui m'a fait, malgré mes défauts, Dieu ne me tue pas. Donc quel que soit ce que mon prochain me fait, je lui pardonne comme Dieu m'a pardonné.
on avancerait. Une chose que j'ai appris en Côte d'Ivoire, c'est que les querelles ne durent pas. Quelle que soit la querelle, après, ça s'arrange, le temps efface. Il faut qu'on avance, il faut qu'on se mette au travail. Le programme qui s'est déroulé en présence de l'archevêque J.P. Ackman, président mondial de la TAPAC, l'une des plus grandes organisations des églises apostoliques pentecôtistes à travers le monde, a été l'occasion de l'ordination de plusieurs pasteurs et révérends de la mission, ainsi que l'élévation du bishop Kodja au rang d'archevêque. L'invité de Londres n'a pas manqué au terme de la rencontre de faire des bénédictions pour la nation ivoirienne, le chef de l'État et son gouvernement, en priant que la paix et la prospérité soient le bien de tous. Amen. La page sport à présent, la dernière journée des mondiaux d'athlétisme de Moscou, c'était hier. Elle a été marquée par le double succès de la Jamaïque en relais 400 fois mètres hommes et dames et de nouvelles médailles pour Usain Bolt. Sébastien Ouya. La médaille d'or du javelot féminin à Christina Obergefell. Longtemps battue dans les grands meetings, elle va monter pour la première fois de son histoire sur la plus haute marche du podium. Comprenez donc cette immense joie. 69,05 m, Christina a longtemps attendu cette heure. Moscou 2013 porte bonheur. Le triple saut masculin a souri au Français Teddy Tango. Il remporte lui aussi sa première médaille d'or, 18,08 m. Encore toute une page d'émotion. Ainsi va le sport. Il est champion du monde, il a du mal à y croire. Au 1500 mètres, Kenyans, Français, Éthiopiens sont lancés pour 3 médailles. Le bronze, l'argent et l'or. Les Kenyans sont bien placés. Course stratégique, elle a été facile pour le Kenya. Abdel Kripop renoue avec le podium. 3 minutes, 36 secondes, 28 centièmes. Le 800 mètres féminin s'est joué dans le dernier mètre. La Kenyane Yunisum se surpasse et franchit la première, la ligne d'arrivée. Son temps, 1 minute, 57 secondes, 38 centièmes. Le relais 4x100 féminin, la Jamaïque, la France, le Bahamas, la Grande-Bretagne, les USA, le Brésil, la Russie. Il faut aller à fond, ne pas se tromper de passage de témoin. La course a été très chaude. La Jamaïque, avec l'intouchable Fraser Price, s'offre la médaille d'or. Enfin, la dernière course des mondiaux d'athlétisme, Moscou 2013, le relais 4x100 masculin, avec le duel Jamaïque-États-Unis. Duel également entre Usain Bolt et Justin Gatlin. L'homme le plus rapide au monde étale tout son savoir, toute sa classe. La Jamaïque se classe première en 37 secondes, 36 centièmes. Et puis sachez que la Côte d'Ivoire, avec les 2 médailles remportées par Muriel Aouré, est classée 20e sur les 205 pays ayant pris part aux mondiaux 2013 d'athlétisme. Et puis sachez également que c'est à partir de demain que démarrent les Afro-Basket ici même à Abidjan. Bien évidemment, nous y reviendrons sur nos antennes. Au Sénégal, les hommes donnent de la voix pour venir à bout de l'excision. Bien qu'interdite, la pratique a encore cours dans le pays. La grande prière du vendredi s'achève dans cette mosquée de Dakar. Quelques fidèles restent pour écouter le jeune imam. Le thème du jour, c'est l'excision. Une pratique interdite au Sénégal depuis 1999. Et pourtant, 24% des fillettes sont toujours mutilées dans ce pays, selon les chiffres du dernier rapport de l'UNICEF. Le prêche d'Imam Samb est très clair. L'excision n'a rien à voir avec la religion. Il n'y a aucune preuve d'une quelconque obligation de l'excision. En plus de cela, s'ajoutent les difficultés qu'ont rencontrent les femmes excisées sur le plan de l'intégrité physique et de la sensibilité. Donc, cette pratique ne fait pas de bien aux femmes. Elle a sur le plan médical des conséquences néfastes. Je préconise donc qu'on l'arrête. Les fidèles écoutent avec attention, mais à la sortie, les avis divergent. Un imam, selon moi, n'est pas seulement là pour diriger la prière.
Parler des maux de la société fait aussi partie de son rôle, car cela peut nous éviter de faire les mauvais choix. Les générations passées ne se plaignaient pas de l'excision. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, mais je suis sceptique quant à l'écho de ces discours, car à mon avis, l'excision ne disparaîtra pas de sitôt. Mais qu'en pensent vraiment les hommes? L'UNICEF balaie les idées reçues et relève que 75% des hommes au Sénégal sont contre cette pratique. Dans cette famille, le sujet n'est pas tabou. La mère Aminata a été excisée petite. Aujourd'hui, elle est députée et milite contre les mutilations génitales. Son mari la soutient dans son combat. Il essaie même de convaincre d'autres hommes autour de lui. Bonjour. Donc j'ai eu l'occasion de discuter avec un collègue. Donc on a été, c'était une discussion très houleuse. Bon, c'était un conservateur, je le savais, mais quand même je l'ai sensibilisé. Donc je sais, donc au finish qu'il avait, donc il avait compris mon message, parce que moi avec ma femme, c'est une chose que j'ai vécue. Aminata le reconnaît, la compréhension de son mari est d'un grand soutien. Pour quelqu'un qui vous comprenne déjà dans la maison, dans la chambre, voilà, dans l'intimité de votre couple, ça c'est hyper important. Il y a des hommes qui ne comprennent pas. Il y a des hommes peut-être qui vont aller prendre d'autres femmes, sans pouvoir essayer de comprendre qu'est-ce qui bloque. Malgré la sensibilisation, l'excision ne recule pas au Sénégal. Selon l'UNICEF, elle est pratiquée en particulier dans la communauté Peul. Mais la capitale n'échappe pas non plus au phénomène. À Dakar, 20% des femmes ont le sexe aujourd'hui mutilé. L'Égypte ne cédera pas face à la violence des islamistes. C'est le général Abdel Fattah al-Sisi, chef de l'armée et nouvel homme fort du pays, qui l'a affirmé hier. Il va plus loin en promettant une riposte des plus énergiques aux manifestations des frères musulmans. Ce week-end, d'ailleurs, plusieurs manifestations pro-Morsi ont été annulées après une semaine particulièrement meurtrière. On dénombre environ 800 morts en 5 jours. Est encore sous le choc après les affrontements dans la mosquée Al-Fatah en plein centre du Caire. Entouré d'un imposant dispositif de sécurité, le calme semble être revenu, mais les Égyptiens demeurent profondément divisés en deux camps, entre pro et anti-frères musulmans. Ce que font les frères musulmans n'est pas bien. Ils ont tout détruit, ils ont même détruit la mosquée qui appartient à Dieu. Ce n'est pas une façon de traiter la maison de Dieu. Que Dieu protège l'Égypte, sa jeunesse et son armée. Plus que jamais, l'autre partie des Égyptiens juge que c'est l'armée qui a trahi le pays. Tout ce que je peux dire, c'est que l'armée et la police nous ont menti. Ils mentent en permanence à la télévision. Ils ont trompé nos frères musulmans qui ont perdu leur vie. Le gouvernement de transition égyptien annonce vouloir dissoudre les frères musulmans. À la tête du pays, il y a encore quelques semaines, le mouvement islamiste se dit déterminé à récupérer le pouvoir, coûte que coûte. Dans la banlieue du Caire, le fils du leader de la confrérie est enterré. Il a été tué par balle lors de la manifestation géante de vendredi. Arrêté, son père, Mohamed Badié, est détenu dans un lieu secret. Tout comme Mohamed Morsi, il attend son jugement dans quelques jours. À l'étranger, les condamnations se font de plus en plus fortes à l'encontre de l'armée égyptienne. À la tête des critiques, la Turquie. Le Premier ministre Recep Tayyip Erdogan, proche des islamistes, fustige les militaires, mais aussi l'ONU et les pays occidentaux. Pourquoi cette hypocrisie? La junte égyptienne a reçu 16 milliards de dollars après son coup d'État. Ceux à l'étranger qui soutiennent ce régime en lui donnant 16 milliards de dollars sont leurs complices. Une position occidentale qui risque d'évoluer rapidement. L'Union européenne appelle à redéfinir d'urgence ses relations avec l'Égypte. Les États-Unis pourraient de leur côté revoir leur aide, estimée à 1,5 milliard de dollars par an. Et ce matin, l'Union européenne a interdit la destination Égypte à ses ressortissants. À Madagascar, c'est une semaine décisive qui commence après l'exclusion de 3 favoris de la course à la présidentielle. Nouvelle étape vers l'organisation d'une élection présidentielle reconnue par la communauté internationale avec le retrait par la Cour électorale malgache de 3 candidatures dites illégales. Dans une version révisée de la liste des candidatures, les noms de And Rajolin, actuellement en charge de la transition, qui avait déposé sa candidature hors délai.
L'amiral Didier Ratsirac, ancien homme fort qui présida le pays plusieurs décennies, et Lalao Ravalomanane, l'épouse du président destitué, pour cause de non-résidence à Madagascar 6 mois avant la date du scrutin. Un scrutin repoussé une nouvelle fois, aucune date n'est fixée. L'île attend depuis 4 ans cette élection présidentielle pour sortir de la crise politique. Dans le cadre de la journée culturelle et sportive Nelson Mandela, un homme, une nation, une célébration, les équipes nationales sud-africaines de football et de rugby ont joué l'une après l'autre au Soccer City de Soweto. La journée s'est terminée par un concert de Salif Keïta pour recueillir des fonds au profit d'un hôpital pour enfants. Et puis en Afrique du Sud, toujours, Oscar Pistorius, de nouveau devant la justice. Le champion handisport connaît les charges retenues contre lui depuis ce matin. Il risque la perpétuité si le meurtre avec préméditation est maintenu au cours de son procès prévu pour mars prochain. Il avait tiré, on se rappelle, sur sa petite amie le jour de la Saint-Valentin et affirme l'avoir prise pour un cambrioleur. En République démocratique du Congo, les problèmes de chômage n'épargnent pas les jeunes. Suivons-le dans ce reportage. 9 villes se rendent tous les jours à l'université de Kinshasa. Non pas pour y étudier, car cela fait déjà 2 ans qu'il est diplômé. Avec son ordinateur et sa photocopieuse, il installe une bureautique. Un espace qu'il loue 5 $ le mois, même en cas de problème. Malheureusement, il n'y a pas de courant. Ah. Pourquoi il n'y a pas de courant? Depuis le matin. Au départ, Neuville avait l'ambition de devenir avocat. Malgré sa licence en droit privé, il n'a pas réussi à se faire embaucher. De quoi regretter ces 5 années passées à l'université. Psychologiquement, ça dérange. On est licencié, on a passé 5 ans. 5 ans dans les études de juriste. Et quand on finit et qu'on se retrouve comme opérateur de saisie dans une bureautique, ce n'est pas intéressant. Vraiment, c'est très difficile. Peu d'offres dans le secteur public, les jeunes diplômés quinois se tournent parfois vers le privé. Là, ils sont confrontés à leur manque d'expérience professionnelle. La plupart des entreprises demandent 2 voire 3 ans d'expérience à l'embauche. Difficile quand on sort à peine de l'université. Alors nombreux sont ceux qui se tournent vers un métier pour lequel ils ne sont pas formés, à l'image d'Emmanuel, devenu coiffeur. Diplômé en informatique, il voulait pourtant devenir ingénieur. J'ai déposé les demandes d'emploi partout. Il y a de cela 4 ans, je n'ai pas pu trouver l'emploi. Voilà pourquoi j'ai voulu monter ce salon pour me permettre de bien vivre. Bien vivre, le souci de milliers de Quinois à la fin de leurs études. Même avec un diplôme en poche, ils sont nombreux à être contraints à la débrouillardise. Emmanuel ne perd pas espoir. Il espère un jour pouvoir travailler en tant qu'ingénieur. Et puis je vous propose de nous rendre en Chine pour terminer ce journal. Paris, la capitale française, a sa miniature à Shanghai. Un petit Paris, comme tombé du ciel au milieu des buildings chinois. Au sud de Shanghai, un promoteur immobilier a eu l'idée folle d'importer la capitale française. Tout y est la tour Eiffel, les immeubles haussmanniens, les jardins à la française et l'Arc de Triomphe à la chinoise. Une réplique saisissante, jusque dans les moindres détails. Hangzhou est une ville touristique et je pense qu'elle est similaire à la France. Les Français recherchent vraiment le romantisme et la relaxation. Ils aiment voyager. La ville de Hangzhou correspond bien à ça. Dans les rues, on est loin de l'affluence des Champs-Élysées. Les Chinois boudent la copie. Trop cher. 500 € pour un appartement, une somme colossale pour la majorité de la population. Ce Paris-là n'attire pas les foules. Je pense que le quartier va se remplir et qu'il a un sacré potentiel de développement. Je ne suis pas d'accord avec ceux qui disent que c'est une ville fantôme. La construction de cet autre Paris sera achevée en 2015. D'ici là, le charme à la française, version chinoise, aura peut-être convaincu d'autres habitants de devenir parisiens, ou presque. Et voilà, c'est là que l'on se sépare. Merci d'avoir suivi cette édition et merci surtout de rester fidèle au programme de RTI1.